plaisir d'accueillir Sébastien Viret, qui est chercheur en physique des particules à l'IP2I, c'est à Villeurbanne, c'est juste à côté d'ici, et qui travaille sur l'expérience CMS au LHC. Bonjour Sébastien. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Alors Sébastien, donc, tu es chercheur à l'IP2I. Est-ce que tu peux te présenter et puis présenter un petit peu l'Institut? Alors oui, donc moi je suis chercheur donc, au CNRS, donc l'IP2I c'est un laboratoire du CNRS. C'est l'Institut de physique des deux infinis et donc en gros ça fait de la recherche sur la cosmologie, la physique des particules et tous les domaines de la physique fondamentale. Et donc moi, comme tu l'as dit, je suis plus spécialisé en physique des particules. Donc la physique des particules, c'est en gros chercher à comprendre de quoi on est fait, donc quelle est la matière qui nous entoure et comment ces éléments de matière interagissent entre eux. C'est pour cette raison qu'on construit d'énormes détecteurs. D'accord. Alors justement, tu as Ce que je commencé peux avec... peut-être faire avant... Oui, dis-moi. Vas-y. Non, vas-y, continue. Ah, mais justement, en fait, tu commençais par une question qui était parfaite et qui allait justement bien démarrer la discussion. C'est-à-dire que, en fait, ton travail, finalement, si on résume tout ça, c'est d'essayer de comprendre de quoi est-ce qu'on fait, de quoi est-ce que nous sommes faits. Alors, est-ce que tu peux commencer, est-ce qu'on peut commencer par cette simple question? Oui, on peut commencer par parler de ça, effectivement, avant de savoir comment est-ce qu'on essaie de l'analyser. Donc, de quoi on est fait, ça fait même des millénaires que les gens cherchent à savoir de quoi on est fait. Hein. C'est les Grecs les premiers qu'on pensait qu'on était, qu'on postulait qu'on était fait d'atomes, et puis depuis, et surtout depuis 1 ou 2 siècles, comme on a eu des expériences de plus en plus puissantes et compliquées pour analyser tout ça, on a fait des énormes progrès, et petit à petit, on a sondé la matière qui nous entoure de plus en plus finement. Et donc, on a commencé par regarder l'intérieur des atomes. On a vu que les atomes, en fait, c'était un peu plus compliqué que ça, que c'était un noyau avec des électrons autour. Et puis après, on a analysé le noyau. On a vu que c'était fait avec des neutrons et des protons. Hein. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais bon, on a petit à petit, on a zoomé de plus en plus précisément. Et à l'heure actuelle, en fait, on sait que tout ce qui nous entoure est fait de 12 briques. Qui sont 6 quarks et 6 leptons. Hein. C'est des termes un petit peu, les noms sont un petit peu rigolos, mais bon, en gros, on sait qu'on est fait de cette matière-là. Et qu'a priori, s'il y a autre chose, c'est ce qu'on essaie de regarder au LHC, justement, mais que ce qui nous entoure, nous, actuellement, c'est ces 12 briques élémentaires. Donc ça, c'est de quoi on est fait. Et après, effectivement, ces briques-là, quand vous construisez un mur, vous mettez du ciment pour le faire tenir. Donc ces briques-là, en fait, elles interagissent entre elles, elles sont soudées entre elles, et ça, c'est les interactions. Et les interactions, on sait actuellement, donc ça c'est sur la planche suivante de la présentation, on sait qu'en fait, il y a 4 grandes interactions qui mettent ces briques ensemble. Donc l'interaction forte, ça, c'est ce qui fait tenir les petits éléments qui sont les quarks dans les noyaux. Après, l'interaction électromagnétique qu'on connaît tous parce que c'est l'électricité, c'est ce qui fait marcher vos téléphones portables et autres. L'interaction faible qui est un petit peu plus bizarre, mais qui sert à beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, notamment tout ce qui est imagerie. Et puis l'interaction gravitationnelle qui fait que quand vous êtes sous un pommier, vous prenez une pomme sur la figure. Donc voilà, ces 4 interactions en fait qui permettent de faire vivre ces briques ensemble, donc qui permettent de construire la maison qui nous entoure. D'accord. Donc en fait, l'idée, c'est d'essayer de savoir le plus finement possible quelles sont les particules qui composent les particules qui composent les particules dont nous sommes composés, et d'essayer d'aller de plus en plus petit dans ces structures pour essayer de voir les composants élémentaires, finalement, ceux qu'on ne peut plus encore continuer à diviser, c'est ça? Voilà, donc chaque fois, on casse en morceaux de plus en plus petits. Donc on a besoin, pour casser en morceaux de plus en plus petits, de plus en plus d'énergie. Et la finalité de tout ça, en fait, c'est d'essayer de voir si toutes ces interactions, en fait, n'en font pas qu'une seule et unique. En fait, c'est ce qu'on appelle l'unification, parce que vous avez déjà entendu parler du Big Bang, qui est l'origine de notre univers, et on pense que toutes ces familles-là d'interactions étaient une seule et même chose à l'origine de l'univers. Donc pour faire ça, et pour casser la matière en plus petits morceaux, on a besoin
on a besoin d'énergie de plus en plus importante. Voilà, ça, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, qu'on appelle le modèle standard. On peut appeler ça la théorie standard maintenant, parce que c'est quelque chose qui est tellement bien connu que ça fonctionne très très bien. Où en gros, on a réussi à unifier 3 des 4 grandes interactions pour l'instant, parce que l'interaction gravitationnelle, c'est un peu plus compliqué. Et pour unifier ces interactions, on a besoin d'un mécanisme qui s'appelle d'ailleurs le mécanisme de Higgs, qui passe par le fameux boson de Higgs dont on a entendu parler pendant un bon moment. Alors vous qui êtes collégien, vous étiez certainement à l'école primaire au moment où il a été découvert, ou peut-être même, oui, c'est l'école primaire. Mais il faut savoir que ce boson de Higgs, nous autres chercheurs des grosses expériences, on a couru après pendant des dizaines d'années. Et de l'avoir trouvé, c'est un des très très grands succès du LHC. Alors justement, tu disais, plus vous faites de la recherche, enfin, plus vous avancez dans cette recherche, et plus en fait vous avez besoin d'accélérateurs puissants. Et donc le fait de collisionner tout ça, c'est vraiment pour essayer d'aller plus finement dans ces structures, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'idée, on casse en gros, quoi. On aime bien casser nos jouets, c'est-à-dire qu'on prend nos particules, on les envoie l'une contre l'autre très très fort, et ça la casse en petits morceaux, parce qu'on sait qu'en fait, il y a cette fameuse formule d'Einstein que vous avez sûrement tous entendue, que peut-être un jour vous verrez en cours de physique, qui s'appelle E égale mc2. On transforme la masse d'une particule, on tape l'une contre l'autre en énergie. Et cette énergie, c'est ce qui nous permet de recréer d'autres particules pour pouvoir les observer, pour voir ce qui se passe. Donc plus on les accélère, plus leur masse va être importante. Je ne rentre pas dans les détails, mais plus leur masse va être importante et plus l'énergie dont on va disposer va être grande. Donc plus on accélère les particules et plus on les tape les unes contre les autres très fort, plus on va les casser en tout petits morceaux. Et donc c'est ce qu'on fait dans les accélérateurs. Le but des accélérateurs, c'est ça, c'est de les casser le plus fort possible. Alors du coup, justement, on parlait de ce fameux LHC, où ont lieu justement un peu ces collisions. Est-ce que tu peux nous parler de cette installation? Est-ce que tu y es actuellement? Oui. J'ai vu qu'il y a une très jolie image derrière toi. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce LHC et qu'est-ce qu'on y fait? Le LHC est derrière moi, effectivement. Alors, j'y suis pas actuellement, même si je pourrais y être, parce qu'actuellement, il n'y a pas de faisceau qui tourne dedans, donc il n'y a pas de radiation. Donc, il y a des gens en ce moment qui y sont et qui le réparent, parce que ces expériences-là, c'est des énormes machines assez compliquées. Et donc, la maintenance, le service après-vente n'est pas forcément assuré. Donc, c'est quelque chose d'assez compliqué. Là, la machine, elle est arrêtée pour 2 ans, par exemple. Donc, le LHC, en fait, c'est le plus gros collisionneur qui est existant sur Terre à l'heure actuelle. Donc, c'est construit pas loin de chez nous, en fait. C'est au CERN à Genève. C'est un tunnel de 27, imaginez-vous un tunnel de 27 km sous terre. Alors souvent, les gens qui sont dans le tunnel, que vous voyez derrière moi à l'heure actuelle, là, en fait, ils ne se déplacent pas à pied, ils sont même à vélo à l'intérieur pour pouvoir aller vérifier que telle ou telle connexion fonctionne. Et donc, les particules qu'on va taper les unes contre les autres, elles passent dans ce gros tuyau bleu ici que vous voyez. Elles vont à une vitesse qui est 8 km/h de moins que la vitesse de la lumière. Je ne sais pas si vous imaginez, mais la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Alors, vous pouvez faire le calcul, hein, combien ça fait de km/h. Je ne vais pas le faire parce que je ne saurais pas le faire comme ça. Mais en tout cas, vous vous rendez compte que les particules qui sont des protons qu'on tape dans le LHC vont à 8 km/h de moins que ça. C'est complètement énorme, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment presque la vitesse de la lumière. On peut difficilement faire mieux. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle Large Hadron Collider. Large parce que c'est grand, hadron parce que c'est des protons, et les protons, c'est des hadrons, et collider parce qu'à certains points de ce collisionneur de 27 km, les faisceaux qui vont tourner dans les deux sens, on va les faire se croiser. En fait. Et quand ils se croisent, ils se tapent dessus. Alors justement, effectivement, sur le chemin de ces particules, sur ces 27 km d'accélérateur, je crois savoir qu'il y a 4 endroits principaux où justement les faisceaux se croisent, donc 4 endroits où on observe ces collisions. Et toi, si je ne me trompe pas, tu travailles en particulier sur un de ces 4 points, une expérience qu'on voit ici en haut à droite qui s'appelle CMS. Voilà. Maintenant qu'on a parlé du grand accélérateur, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, toi, sur ce point-là en particulier à l'expérience CMS? Alors, sur CMS, alors moi, ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, depuis que j'ai commencé à travailler au LHC, ça fait 20 ans que je travaille au LHC, j'ai fait 3 de ces 4 expériences. Donc, j'ai fait le tour de l'anneau.
J'ai fait LHCb, Atlas, et maintenant je suis sur CMS. Donc CMS, en fait, c'est une grosse expérience. CMS, ça veut dire Compact Muon Solenoid. Alors compact, en fait, c'est pas si compact que ça, hein, parce que ça fait 20 mètres de long sur 10 mètres de large. Donc, faut imaginer donc, cette collaboration. C'est déjà, d'une part, c'est énorme, parce que c'est environ 3000 personnes qui appartiennent à la collaboration CMS dans le monde entier, de tous les pays. Hein, il n'y a pas de frontières. Et c'est un projet de longue haleine, puisque en fait, les premières personnes qui ont travaillé sur CMS, donc vous êtes collégien, donc vous êtes né après l'an 2000, j'espère, sinon c'est que vous avez vraiment redoublé beaucoup. Les premières personnes qui ont travaillé sur CMS, c'était en 1993. Donc vous imaginez, vous étiez loin d'être déjà là. Et les gens vont travailler encore sur CMS pendant environ une quinzaine d'années. Donc c'est des énormes machines. Et moi, plus particulièrement sur cette machine, en fait, ce que je fais, c'est que je construis cette machine. C'est-à-dire que je vous montrerai plus tard quelques images. Voilà, l'expérience CMS, et toutes les expériences de physique des particules, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez une espèce d'oignon, en gros, avec plusieurs couches. Et chaque couche a pour but de regarder un type de particule donné. En gros, vous prenez une photo, en fait. Quand il y a une collision, vous prenez une photo de cette collision, et à partir de la photo, vous essayez de savoir ce qui s'est passé pendant la collision. Et si vous avez trouvé, je sais pas, un boson de Higgs, par exemple, bah, c'est bingo, quoi. Donc moi, en fait, je travaille sur une des couches de cet oignon un petit peu compliqué. Je ne sais pas si vous voyez bien sur l'image, mais en fait, on voit la taille d'une personne par rapport à la taille de CMS. Vous voyez, hein, je ne vous ai pas menti, ça fait 20 mètres de long sur 10 mètres de haut. C'est quelque chose qui est énorme. Il faut savoir que CMS, c'est compact. C'est beaucoup plus petit qu'une des autres expériences que LHC qui s'appelle Atlas, qui, elle, fait 20 mètres de large, si je me souviens bien, par 40 mètres de long. La caverne dans laquelle est Atlas, parce que c'est sous terre, c'est la plus grosse caverne qui a jamais été creusée dans le monde. Donc c'est pas simplement de la physique, hein, c'est aussi du génie civil, de l'électronique. Il y a plein de métiers en fait qui se retrouvent dans ces expériences-là. En fait, on est à la croisée de beaucoup de chemins en fait. Alors tout ça justement pour la recherche, pour découvrir des nouvelles particules. Tu nous as dit ce fameux boson de Higgs, même si malheureusement on n'aura pas le temps d'expliquer tout son charme aujourd'hui, mais vous avez mis longtemps à le chercher avant de le trouver, c'est-à-dire que ça fait partie des choses que vous pensiez pouvoir découvrir et que vous avez finalement découvert. Ce n'est pas quelque chose qui a été découvert par hasard. Et justement, maintenant qu'on l'a découvert, ben on pourrait se dire, voilà, c'est fini, quoi. C'est fini, le LHC ne sert plus à rien, on peut fermer. Ouais. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on ferme demain ou pas? Alors, non, on ne ferme pas, et c'est la partie la plus excitante qui commence, en fait, je dirais, parce que ce fameux boson de Higgs, en fait, il a enquiquiné un peu tout le monde depuis plusieurs décennies. On se disait, il doit être là, il doit être là, il doit être là. Effectivement, il était là. Donc, on s'attendait un peu à savoir où le trouver, sauf que maintenant, bah, on va chercher à savoir ce qu'on ne connaît pas. Donc, on cherche vraiment à découvrir ce qu'on appelle de manière un peu pompeuse la nouvelle physique, c'est-à-dire en fait des particules qu'on n'a pas forcément imaginées qui existaient jusqu'à présent et qui ne rentrent pas dans le cadre de ce fameux modèle standard que j'ai expliqué avant. Parce qu'on sait que ce modèle standard n'explique pas tout, mais on sait qu'il y a quelque chose derrière, mais le comprendre, là, c'est beaucoup plus compliqué que de trouver un boson de Higgs. Donc, c'est très excitant, en fait, de chercher maintenant au LHC ces traces inconnues, en fait, qu'on va devoir, si on les trouve, espérons-le, interpréter, avec des théoriciens. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, en fait, on ne se tourne pas les pouces, on analyse d'une part les données, et puis en plus, on essaie de construire des nouvelles versions des détecteurs, donc une nouvelle version de CMS, pour pouvoir tourner avec un LHC encore plus puissant. Le LHC, dans quelques années, il va avoir une puissance qui va être multipliée par 10. Donc, il faudra faire des détecteurs qui soient aussi performants que les détecteurs actuels, avec une puissance démultipliée. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement ici, à Lyon en particulier. D'accord. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Juste avant de terminer, donc, je vais abaisser un peu la webcam, voilà, avec notre équipe, donc, qui t'écoute avec beaucoup d'attention. Et je crois savoir que donc il y avait une personne qui voulait te poser une question. Si tu as encore une minute, je passe le Oui, bien micro sûr. et puis on va pouvoir répondre à une dernière question de la salle.
Je vais passer le micro maintenant à une personne. Bonjour. 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 Voilà. Vas-y, vas-y. En fait, c'était pour. Je me demandais. Vas-y. En fait, je me demandais comment vous, les chercheurs qui travaillaient sur le point CMS, pardon. Comment vous savez quand les particules elles vont s'entrechoquer, et à quel moment et où Je répète la question, donc c'est comment est-ce que vous savez à CMS que les particules vont s'entrechoquer, comment vous savez où et quand elles vont s'entrechoquer? C'est une très bonne question et c'est loin d'être simple en fait, parce que les faisceaux, les protons dans le faisceau du LHC, en fait, ils sont en paquets. Donc il y a un paquet, un petit colis toutes les 25 nanosecondes. Nanosecondes, c'est 1 milliardième de seconde, d'accord? Donc tous les 25 milliardièmes de seconde, on a une collision. Donc ça, on le sait. Tous les 25 milliardièmes de seconde, on sait qu'on va avoir une collision. Donc notre appareil photo, le détecteur CMS, il prend une photo tous les 25 milliardièmes de seconde. Donc il faut que ça soit précis parce que nanosecondes, ce n'est pas forcément évident à mesurer. Donc il y a tout un... Il y a beaucoup de mécanismes en fait dans l'expérience qui permettent de synchroniser en fait l'appareil photo avec les collisions, mais c'est pas évident du tout effectivement. C'est un vrai problème. C'est très complexe. Et dans la future version de LHC, ce sera encore pire. Quelques images d'ailleurs. Ça sera encore pire. Et par exemple, ce qu'on fait à Lyon, qui est l'image suivante, en fait, je peux le montrer d'ailleurs ici, hein, c'est ce petit truc-là. En fait, ce petit truc-là, ça va être installé dans le détecteur. C'est un circuit intégré qu'on est en train de fabriquer pour justement sortir les données du détecteur parce qu'il y aura tellement de données qu'avec le détecteur actuel, on n'est pas capable de les sortir. Donc, on fabrique ce genre de petits circuits intégrés qui sont les mêmes choses que ce que vous avez dans vos iPhones ou autres. Et ça, on le fabrique ici. Et c'est pour que ça va être installé dans le détecteur à terme et ça va permettre d'analyser les données. Quand on prend la photo, d'extraire les données du détecteur parce que c'est des grosses quantités d'informations. D'accord. Je crois que maintenant qu'on a répondu ici au Planétarium, on a notre petite voix qui surveille un peu le chat et qui voudrait aussi nous faire remonter des questions. Petite voix. Oui, bonjour à tous. Donc, on a Fax Modem 144K qui nous demande si on peut fabriquer un trou noir avec le LHC. Alors, en théorie, on pourrait faire ce qu'on appelle des micro-trous noirs, mais bon, la probabilité que ça arrive est extrêmement faible. Et puis, c'est des tout petits trous. Enfin, ça ne va pas absorber le monde entier, en fait. C'est très petit par rapport à un trou noir. C'est des phénomènes extrêmement ponctuels. Mais l'étude avait été faite parce qu'il y avait eu un mouvement de panique quand le LHC avait démarré il y a une dizaine d'années sur les gens qui étaient terrorisés parce qu'ils pensaient qu'en fait, quand on allait appuyer sur le bouton on, le monde allait être absorbé par un micro-trou noir. Et est-ce qu'on peut fabriquer de la matière noire dans ces cas-là? Alors là, c'est une autre question. La matière noire, j'espère qu'on peut en fabriquer parce que c'est ce qu'on cherche. Donc, on en cherche au LHC. Le problème de la matière noire, c'est que, comme son nom l'indique, noir, c'est vrai qu'elle interagit très peu avec la matière qu'on connaît. Donc, si on en fabrique dans le LHC, il va être très difficile de le détecter. D'ailleurs, pour l'instant, on ne l'a toujours pas détecté. Mais un des buts de l'amélioration du LHC, c'est potentiellement de voir des signaux de matière noire. Si c'est bon pour toi, Gaël, je pense qu'on arrive du coup à la fin de cette rencontre. On va pouvoir donc libérer nos élèves qui vont partir faire d'autres ateliers. Merci beaucoup à toi d'avoir été parmi nous. Merci Sébastien. Je te souhaite bon courage pour la suite de ton travail. Merci à tout le monde. Et puis, bonne continuation. Et nous, on se retrouve dans 1 heure pour le prochain live. Au revoir.